souffrez pas trop de l'absence de Bonaparte? Ces victoires me consolent de ma peine. Il me manque. Et je vais vous faire un aveu qui veut peut-être vous surprendre. Je crois que j'aime mon mari. Cela m'est venu peu à peu. Au moment où j'achetais la malmaison en avril, je pensais à lui, à notre bonheur plus tard. Vous avez changé? Vous connaissez que mes conseils étaient prophétiques? Oui, oui, je vous en sais gré. Parlez-moi de vous maintenant. La fête s'achève, ma bonne amie. Oh, longtemps, vous êtes la reine du directoire et tout Paris vous admire. On admire les dorures. Le bois est vermoulu. Vous aimez Barras? Que voulez-vous faire d'un homme qui n'a pas l'ambition du pouvoir? Je me tue à le pousser. Il n'a que le goût du plaisir sans avoir celui de l'amour. Il vous aime peut-être à sa façon. Non. Je le gêne. Il conclut des alliances à droite à gauche sans conviction. On n'arme pas un bras qui ne veut pas combattre. Oh, cher monsieur Ouvrard, comme je suis heureux de vous revoir si vite. On me voit un peu trop souvent au Luxembourg ces temps derniers. Oh, qui songerait à vous le reprocher? Asseyons-nous et bavardons. Et je vous vois la mine prospère. Les gens concluent que les affaires de votre banque marchent plus vite que le char de l'État. Je ne me plains pas. Heureux homme. Ah, vous ne vous imaginez pas les difficultés que je rencontre à conduire le pays au milieu de toutes ces divisions. Voilà des années qu'il faut tracer la route au milieu des périls. Péril jacobin, péril royaliste. Et tous ces directeurs qui se dévorent comme des loups. Oh, je suis fatigué. Vous avez des compensations plus douces. Vous voulez parler de Thérésia? Elle est si charmante, tellement vive. C'est une femme de prix. Oui, elle me coûte beaucoup. C'est une chance pour un homme d'avoir une femme comme celle-là. Personne n'est dans le secret des couples. Enfin, pour en revenir à nos affaires, je trouve que les possédants étaient bien ingrats de refuser notre emprunt. Le trésor est vide. Avouez qu'ils auraient pu soutenir un gouvernement qui défendait leurs intérêts. Les divisions du directoire les ont lassés. Pensez-vous qu'un seul directeur amènerait la confiance? Assurément. Thérésia est aussi de cet avis. Je reconnais bien là son sens politique. Faudrait peut-être faire quelque chose. Il faudrait faire quelque chose. Taper un grand coup. Ma vie politique en serait assainie. Comment faire? Sans argent. J'en ai. Vous auriez sans doute des exigences. Il faut réfléchir. Rien ne presse. Attendons les résultats de cette campagne d'Égypte. Voyons quel tour elle va prendre. Je ne suis pas de cet avis. Si les choses doivent changer, il faut que ce soit tout de suite. Ah, vous vous méfiez de Bonaparte? Il me fait peur, en effet. Évidemment, je vois bien que vous êtes pressé. Allons, cher monsieur Ouvrard, trêve de billevesée. Des hommes comme nous sont faits pour s'entendre. Je vous écoute. Allons, Paul. Avouez. Combien m'avez-vous vendu? Comme vous y allez, je ne suis pas marchand d'esclaves. On vous aime. Je vous le rapporte. Y voyez-vous autre chose que la plus honnête franchise?
J'y vois de la veulerie et de la bassesse d'âme. Vous êtes prêt à tout vendre pour garder votre fauteuil. Même votre maîtresse. Vous avez toujours été excessive. Combien? Le prix d'un coup d'État. Si cher. Reconnaissez que vous le valez bien. Ainsi l'affaire est conclue. Pas sans votre assentiment. Et si je refuse? Je ne vous le conseille pas. Ouvrard peut vous donner une vie digne de vous. Quant à moi, je veux bien accepter la dernière chance que l'on m'offre. Mais au vrai, voyez-vous, je suis lassé par tous ces jeux politiques. Ils ne m'amusent plus. Et j'aspire à la paix. Et à la réflexion. C'est ma façon de vieillir. Les hommes me déplaisent. Et leur commerce m'ennuie. Alceste se retire au désert. Que devient Célimène? Elle garde la place privilégiée d'une femme que j'ai toujours estimée. Estimé. Quel feu. A-t-il jamais été question d'amour entre nous? En effet. Ce n'était pas dans notre contrat. Vous voyez. Alors séparons-nous en amis véritables. Et acceptez Ouvrard. Il pourra peut-être mieux vous aimer. Vous êtes là, Hippolyte? Je ne savais pas que vous viendriez ce soir. Où étiez-vous? Je rentre de Grosbois où j'ai vécu une journée affreuse. Figurez-vous que Thérésia est passée aux mains d'Ouvrard de la façon la plus naturelle du monde, pendant la chasse à courre. Elle est partie avec Barras et elle est revenue au bras du banquier. Et tout le monde a applaudi de la façon la plus chaleureuse du monde. Et le tour était joué. Ne trouvez-vous pas ça immoral? Moi, je suis scandalisée. Vous ne m'écoutez pas du tout. C'est vrai, pardonnez-moi. Et votre accueil n'est guère aimable. Voilà 2 heures que je reprends ce salon. Quoi, il y avait urgence? Joséphine, nous sommes perdus. Vous êtes toujours perdu. Baudin vient d'être arrêté. Une affaire de bœuf impayé. La compagnie est acculée à la faillite. Mon Dieu, qu'allez-vous devenir? Je vous le demande. Si Barras ne sauve pas Baudin, c'est le scandale. Barras a trop d'ennuis pour sauver qui que ce soit. Alors que va-t-il se passer? C'est la ruine pour moi, le déshonneur pour vous si cette affaire vient à s'ébruiter. Non, ne vous affolez pas. Si toutes les affaires de fourniture militaire devaient déshonorer Paris... Oui, je vois bien que vous prenez la chose à la légère. Vous avez tort. Mais que voulez-vous que je fasse? Allez trouver Barras. Il faut qu'il étouffe l'affaire. Ne comptez pas sur moi. Votre honneur, vous y pensez? Laissez mon honneur tranquille et ne pensez qu'à vous. Je suis lasse de toutes ces affaires commerciales. Je suis lasse de vos combinaisons. Je suis lasse de vous. Ainsi, vous m'abandonnez. Alors qu'il vous suffirait d'une petite démarche pour me sauver. Partez maintenant, Hippolyte. Vous ne voyez pas que je suis exténuée. Vous ne me garderez pas cette nuit. Ni cette nuit, ni aucune autre. C'est fini, Hippolyte. J'ai fait beaucoup pour vous. J'étais jusqu'aux limites de la prudence. J'ai risqué ma vie de femme pour vous. Je vous le répète, c'est fini. Joséphine, tu ne veux pas m'abandonner. Tu as risqué ta vie, mais moi, j'ai démissionné de l'armée pour toi. Si je perds ce commerce, je suis fichu. Laissez-moi, je vous en prie. Enfin, tu vas pas me laisser partir comme ça. Enfin, Joséphine, tu oublies que je t'aime. Tout finit par finir, mon ami. La formule est plaisante, bravo. Je ne crois pas que ça se passera aussi facilement. Je ne suis pas un toton qu'on prend et qu'on laisse au gré de ses caprices. Je ne me laisserai pas jeter à la rue. Je
parlerai. Je dirai tout puisque je n'aurai rien à perdre. Je raconterai comment se conduisait la femme de Bonaparte. Comment elle s'enrichissait sur le dos de l'armée que commandait son mari. Je dirai tout. Pauvre Hippolyte. Triste Hippolyte. Comment ai-je pu t'aimer? Président Goyer, vous êtes un poète. Oui, j'ai la faiblesse de taquiner la muse. Et j'écrirai sur vous une ode. Vous feriez mieux de taquiner les directeurs qui vous tiennent pour la 5e roue de la charrette. Du char, ma chérie. Du char de l'État. On vient d'apporter une dépêche pour Madame Bonaparte. Ah, permettez. Vous êtes toute pâle, que se passe-t-il? Bonaparte vient de débarquer à Fréjus. Il aurait quitté son armée? Voyons, mais quel besoin a-t-il de rentrer si vite en France? Je n'ai pas lieu de croire que ce soit pour moi. Votre mari est un ambitieux, madame. Je ne dis pas que l'ambition soit un défaut, mais... Je ne crois pas que Bonaparte vienne avec des idées fatales à nos libertés. Ses frères sont des misérables, oui, mais pas lui. Je vais partir à sa rencontre. Il ne faut pas que sa famille parle la première, ils m'ont toujours détestée. Mes dettes, comprenez-vous, la malmaison et puis... le reste... Voyons, ne partez pas comme ça, je vais vous prévenir un pas. Il revient. Mon Dieu, s'il s'avisait de demander le divorce, que deviendrais-je? 1 million de dettes. La malmaison à payer. M'aime-t-il encore? Peut-être rentre-t-il en France avec cette Pauline Fourès. Et moi, s'il me renvoie? Lui qui a acheté l'hôtel à mon nom, et Barras. Thérésia me recevront-ils encore lorsque je ne serai plus rien? Mes enfants. Cette petite à marier bientôt. Capitaine, que se passe-t-il? Madame, le général est déjà passé par Lyon et il a pris la route du Bourbonnais. Mon Dieu. Croyez-vous que nous puissions le rattraper? J'en doute, madame. Il a 6 heures d'avance. Maman? Cocher, partez vite, je vous en supplie! Gontier, où est la générale? Mais elle est allée au-devant de vous, mon général. Du moins, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle est partie. Très bien. Nous divorcerons puisqu'il le faut. Lucien, tu as reçu ma procuration? La procédure de divorce n'est pas encore commencée. Comme tu peux le voir, il faudra hâter cette affaire. J'ai été assez malheureux. J'ai 30 ans, l'oubli viendra. Quoi? Vous allez quitter votre femme? Ne l'a-t-elle pas mérité? Je l'ignore. Est-ce bien le moment de vous en occuper? Songez à la France, elle a les yeux fixés sur vous. Si elle s'aperçoit que vous agitez dans les querelles domestiques, votre grandeur en pâtira. Non, mon parti est pris. Elle ne mettra plus les pieds dans ma maison. Bonjour, mon frère. Vous voilà de retour. Avez-vous fait un bon voyage? Décevant. Bonjour, Joseph.
Oh, bonjour, monsieur Collot. Bonjour, Lucien. Notre Joséphine n'est donc pas là pour vous recevoir? La générale sera là en fin de matinée, sans doute. Elle est partie au-devant de nous, mais malheureusement, nous ne nous sommes pas rencontrés. Une femme de son rang n'a pas à courir les chemins. Elle avait attendu. Elle pouvait attendre quelques heures encore. Mais elle était peut-être pressée de se faire pardonner. C'est à croire. En tout cas, elle n'est pas là. À moins qu'elle ne soit chez Hippolyte Charles. Il n'est bruit dans Paris que de cette liaison. Tais-toi, Pauline. Et n'ajoute pas au malheur de notre frère. Je ne sais pas pourquoi je me tairais. Tout le monde sait que Joséphine a un amant et que tous deux se sont commis dans des affaires véreuses de fourniture aux armées. Il est bon que notre frère le sache. Pendant qu'il se couvre de gloire, elle nous couvre de honte. N'ajoute rien, Paganetta. Je sais tout cela depuis longtemps. Et j'ai donné toutes les instructions pour en finir avec Joséphine. On ne peut pas gagner toutes les batailles, petite sœur. Alors, monsieur de Talleyrand, vous êtes venu m'instruire des désordres du directoire? Ils sont tellement connus qu'il n'y aurait guère d'originalité à le faire. Je suis venu converser avec vous, car vous n'avez pas quitté l'Égypte, du moins je le suppose, à la légère. Je suis revenu mettre un peu d'ordre dans les affaires, c'est vrai. Je vous donne raison de le faire, mais vous n'êtes pas le seul à y penser. Ah? Qui? Vous? Moi, comme si j'avais une ambition de cet ordre. Alors qui? Je ne sais pas si ma démarche est opportune, mais l'amitié... Allons parler, Talleyrand. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour me conter des sornettes, je vous écoute. Sieyès prépare en cachette une nouvelle constitution. Ce prêtre défroqué ne me dit rien qui vaille. Il faut que vous vous unissiez pour détruire ce qui est un obstacle pour tous les deux. Et faites vite. Barras regarde du côté des Bourbons, il a l'appui des banquiers, Ouvrard lui a fait de grandes promesses. La belle Talien a servi de monnaie d'échange, comme vous devez le savoir. Je vous remercie, monsieur de Talleyrand. Vous êtes un ami sûr, je ne l'oublierai pas. Si je le peux, je vous rendrai ce ministère des Affaires extérieures que l'on vous a si injustement retiré. Merci, général. Vous pouvez compter avec moi. Madame, le général Bonaparte a interdit que l'on vous ouvre. Il a fait mettre toutes vos affaires là, dans la loge. Laissez-moi passer, Armand. Il faut que je voie ma camériste. Je ne peux pas partir ici. C'est moi. Ouvre-moi, je t'en prie. Bonaparte, c'est moi, Joséphine. Ta femme. Tu ne vas pas me laisser seule derrière cette porte. Ouvre-moi, je t'en supplie. Si tu prenais seulement la peine de me regarder, rien qu'un instant, tu verrais que... je suis plus la même femme. J'ai beaucoup à me faire pardonner. Je traîne derrière moi des gens
qui ne valent même pas un regard, je sais. Mais c'est fini. Bonaparte, il faut que tu me croies. Je veux vivre avec toi, pour toi. Je suis ta Joséphine. Regarde-moi. Je suis à genoux. Je te le dis. Voici. Je me rends. Je t'aime. Ah, voici mon frère. Bonjour, monsieur mon frère. Que dit-on au Luxembourg de mon retour? En apprenant la nouvelle, Sieyès, près de qui je me trouvais, a murmuré « trop tard ». Trop tard. Tiens donc. Je crois que ton retour lui cause plus de troubles que de joie. Au fait, il s'est fâché tout rouge contre Moreau. C'est Baudin, le député des Ardennes, qui me l'a raconté. Moreau aurait dit « Voici votre homme. Il fera votre coup d'État mieux que moi. » Brave Moreau. Je lui revaudrai cela. Alors Sieyès est furieux. Il aurait tout intérêt à se rallier l'armée et les appuis politiques, car on ne l'aime guère. Mais que veux-tu, il est dévoré d'ambition et veut le pouvoir pour lui seul. C'est absurde, n'est-ce pas? En effet, c'est absurde. Quand on s'appelle Sieyès, tu n'as pas salué ma chère épouse. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonaparte revient. Eh bien, c'est un général de plus. Mais ce général a-t-il demandé à son gouvernement la permission de revenir? Le ministre des Affaires extérieures l'autorisait à revenir avec son armée. Eh bien, je me charge de le dénoncer demain à la tribune et de le faire mettre hors la loi. Autant le faire fusiller. Enfin, s'il le faut. Il est trop populaire. Nous ne pouvons nous aliéner l'opinion en condamnant un retour qui réjouit le peuple. Il vaut mieux, me semble-t-il, étouffer la nouvelle le plus possible. Ce genre de gloire se fane vite. Si, vous avez été très aimable avec ma femme. Nous avons fait pour Madame Bonaparte ce que l'amitié commandait. Elle avait besoin de compagnie. Nous ne pensions pas que vous rentreriez si vite. Mais les nouvelles qui nous sont parvenues en Égypte étaient tellement alarmantes, cher président, que je n'ai pas hésité à quitter mon armée pour venir partager vos périls. Ils étaient grands, général, mais nous nous en sommes glorieusement sortis. Et il n'y avait pas tant d'urgence à précipiter votre retour. Enfin, puisque vous êtes là, il faudra vous rendre devant le directoire. Nous irons dès demain. Je suis revenu en apprenant que les frontières de la France étaient menacées et que le peuple attribuait les défaites à mon absence. Les défaites de la France n'étaient pas aussi lourdes que vous semblez le supposer. On vous aura mal informé. Masséna a battu Suvorov à Zurich. Brune a forcé les Anglais à évacuer la Hollande. Et à l'intérieur, les insurgés se soumettent. Vous vous êtes exagéré les périls.
il y avait peut-être plus d'urgence à rester là-bas. Il est vrai que la situation n'était pas fameuse et l'issue bien compromise. Je plains votre successeur. Espérons qu'il enlèvera Saint-Jean d'Acre, que vous avez attaqué par 8 fois. Que disent les journaux? Ils se refroidissent beaucoup à mon égard. Écoute un peu ça. On s'étonne que Bonaparte ait laissé toute une armée en si piètre posture. On se demande même si cela n'est pas une façon d'échapper à la révolte des soldats. Les imbéciles! Pour un peu, ils me traiteraient de déserteur. Mais comme ils sont trop bêtes pour avoir une idée, je parierais que Barras leur a soufflé celle-ci. Il en est bien capable. Je lui fais de l'ombre. À lui comme aux autres, d'ailleurs. En tout cas, tu en as un dans ta manche. Qui donc? Goyer. Il t'aime. Cela crève les yeux. Et pendant quelque temps, ne le décourage pas. Il va falloir m'aider, Joséphine. Si cela peut vous prouver ma tendresse, je m'y emploierai de toutes mes forces. Chère Thérésia, à mon tour de vous demander maintenant, êtes-vous heureuse? Très heureuse. J'ai trouvé auprès de Julien Ouvrard une harmonie dont j'avais perdu jusqu'au souvenir. Je m'en réjouis pour vous. C'est un homme tout à fait remarquable. Savez-vous que Bonaparte lui trouve du génie? Oh, je le lui dirai. Bonaparte dit aussi qu'il a un grand avenir. Et que son intuition politique est si pénétrante qu'il ne serait pas autrement étonné de le voir un jour au ministère des Finances. Oh, j'en serais la première ravie. Ça me ramènerait à la vie politique que j'ai quittée avec regret. Ah, mais je vois, ma douce amie, que votre bonheur n'est pas aussi parfait que vous plaisez à le dire. Vous m'en voyez fort attristée. Loin du Luxembourg, les plus beaux châteaux sont bien silencieux. Mais qui vous empêche d'y revenir? Mais la vie politique, justement. Et le peu de confiance que Julien éprouve en nos directeurs. Oui, on le comprend. Bonaparte dit que Barras est cool et aux yeux de l'opinion. Vous voyez bien. Pensez-vous que... Enfin, est-ce bien utile de vous poser la question, que Julien Ouvrard pourrait soutenir Barras? Il y avait pensé pendant un temps. Il n'y pense plus? Il hésite. Tous les banquiers se tiennent dans l'expectative. Il aurait pu soutenir Barras. Ne disiez-vous pas que le pays avait besoin d'un seul directeur? Pas de Barras, assurément. Je vois que vous n'avez pas que de la tendresse pour lui. Que voulez-vous que l'on éprouve pour un homme qui n'a pas su vous retenir? Si Julien Ouvrard ne soutiendra pas Barras. Ce sera peut-être ma dernière intervention politique, mais soyez assurés que M. Barras ne verra pas un centime. Ne me dites pas que vous voulez vous venger de lui. Si j'en avais le moyen, soyez assurés que je ne résisterai pas à ce plaisir. Comme je n'ai pas encore trouvé, je me contente de faire bloquer l'argent que Barras attendait de notre séparation. Ah, mais je ne savais pas. Quel dommage qu'une si belle somme, car j'imagine qu'elle est importante, dorme au fond des coffres. Mais si Barras est contraint à s'effacer, nous serons jetés de nouveau dans la tourmente révolutionnaire. Qu'adviendra-t-il alors? Oh, dans ce cas, un militaire apparaît toujours à point nommé. Oui, ce pays a trop souffert pour ne pas trouver une solution raisonnable. C'est exactement ce que dit Ouvrard. Vous voyez. Que pense-t-il de mon mari? Il ne lui est pas hostile. Il l'observe. Il trouve qu'il s'agite beaucoup en coulisses. Ah, il suffirait peut-être de le pousser en scène. Nous aimons beaucoup Rose, n'est-ce pas? Ah, je ne permettrai à personne d'en douter. Dans ce cas, je trouve que nous devrions nous parler avec plus de franchise.
Vous êtes en train de me proposer de prendre cette somme d'argent qui devait revenir à Barras en échange de ma modeste personne et de la verser à Bonaparte. Mais à quelle fin, au juste? Ne me faites pas dire plus que je ne puis. Vous êtes drôle, vous me demandez de verser à Bonaparte, qui me déteste, une somme considérable, et dans un but que je ne connais pas. Bonaparte a besoin d'argent. Il serait imprudent aujourd'hui de vous en dire davantage, mais persuadez Julien Ouvrard de soutenir Bonaparte. Et je vous promets que Barras mordra la poussière. Et l'amitié de Bonaparte? Vous l'aurez. Comment pourrait-il en être autrement? Sieyès a raison, il faut à la France un gouvernement plus concentré. 3 consuls valent mieux que 5 directeurs. Vous pouvez agir sans crainte. Je suis avec le Conseil des Anciens. Je lui servirai de bouclier contre l'émeute des faubourgs, comme j'ai servi la Convention en Vendémiaire contre les royalistes. Remercie Sieyès de sa confiance. Où et quand veux-tu le rencontrer? Il le désire beaucoup. Il est inutile de nous voir maintenant autrement qu'en public, au Luxembourg. Les choses ne sont pas encore assez avancées. Quand tout sera convenu, nous nous rencontrerons secrètement chez toi. Je ne veux pas d'éclat avant le temps. Il ne me convient pas de prendre la couleur d'un parti. D'ailleurs, j'ai besoin de mon côté d'étudier un peu le terrain. Puis-je l'assurer que tu consens à être l'un des 3 consuls? Non. Je ne sais si cela me conviendra. J'arrive à peine, il faut me laisser respirer. Je ne veux pas hasarder légèrement ma réputation. Je suis désappointé par ce que vous me dites. J'aurais pensé que Bonaparte serait plus pressé de me rencontrer. Mon frère a besoin de sonder l'opinion. Je comprends cette attitude, encore que je ne l'approuve pas. Demandez un rendez-vous au général. Je veux parler avec lui de l'Europe et savoir s'il s'en fait la même opinion que moi. La même opinion, sûrement pas. Sieyès veut une Europe composée de républiques sœurs. Moi, je crois au destin de l'Europe par la France. Et je veux être le seul à l'accomplir, c'est clair? Sieyès est ici? Monsieur le Président, qu'avez-vous fait? C'est la bête noire de Bonaparte. J'ai invité les membres de l'Institut. Mais Bonaparte ne veut pas le rencontrer. Bonjour, ami. Heureux de vous voir, si bonne tournure. Que pensez-vous de notre affaire? Elle est à moitié faite, mon général. Vous croyez? Faites attention à Barras, il lance contre vous une campagne de diffamation. Remarquez la conduite de ce petit insolent envers un membre d'une autorité qui aurait dû le faire fusiller. Sieyès vous regarde. Moi, je ne vois que toi. Vous devriez saisir l'occasion de lui parler. Je n'ai que faire de ce parlementaire. Mais sans lui, vous ne pouvez rien. J'essaie justement de me passer de lui. Mais comme rien n'est sûr, toi, approche-toi de lui. Et libère Goyer, à qui je dois parler d'urgence. Vous connaissez la générale Bonaparte? Chère madame, à défaut du mari, j'aurais eu du moins le plaisir de saluer l'épouse. J'ai grondé mon mari il y a juste un instant. Il est persuadé que vous ne l'aimez pas. Il rêve de vous approcher en jurant que tout vous sépare. Et il crie à qui veut l'entendre que vous êtes la meilleure tête politique de ce pays. Et il change de salon quand vous approchez. Il a dit ça, hein? Excellente soirée et pleine d'enseignements. Savez-vous que j'ai été très étonné de rencontrer Sieyès dans votre salon, comme d'ailleurs je l'ai été de le voir au directoire. Que voulez-vous? Sieyès s'est rendu tellement agréable au roi de Prusse que sa nomination pourrait, à elle seule, nous procurer la paix. Quoi, ce sont les liaisons de Sieyès avec la maison de Brunswick qui ont pu le porter au directoire? Mais c'était au contraire ce qui devait l'en éloigner à tout jamais. Et oui, on en convient aujourd'hui, et quelques-uns le déplorent. Si vous n'y prenez garde, Président, ce prêtre artificieux vous livrera à l'étranger. Que Dieu nous en préserve. Nos libertés ont été trop chèrement acquises. Quand Rebelle s'est retiré, on a regretté, je crois, que je ne sois pas en France.
Bien. Si ce fut un malheur, il est facile de le réparer. Il n'est pas douteux, Général, qu'après avoir défendu la République, vous êtes destiné à être un jour à la tête du gouvernement, dont vos victoires auront assuré la stabilité. Mais notre pacte social exige impérieusement 40 ans pour entrer au directoire. Oui, oui. Et vous tiendriez vous-même rigoureusement à cette disposition réglementaire? Rien, à mes yeux, Général, ne pourrait excuser l'atteinte qui y serait portée. Ce Goyer est une vraie tête de bourrique. Et Sieyès, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai invité pour samedi soir. Bonaparte s'agite beaucoup. Trop. Fort heureusement, sa popularité baisse. Il serait temps de l'obliger à prendre des services. Au lieu de nous plaindre de son inactivité, félicitons-nous-en plutôt. Loin de mettre des armes entre les mains d'un homme dont les intentions sont aussi suspectes, loin de vouloir le replacer sur un nouveau théâtre de gloire, cessons de nous occuper de lui davantage et tâchons, si possible, de le faire oublier. Peut-on le faire entrer maintenant? Me voici devant vous, messieurs. Je sais que l'on me reproche d'avoir quitté mon armée, mais je crois avoir déjà répondu là-dessus. On a avancé ici que j'avais assez bien fait ma fortune en Italie pour n'avoir pas besoin d'y retourner. C'est un propos indigne, auquel ma conduite militaire n'a jamais donné lieu. Au reste, s'il était vrai que j'eusse fait ma fortune en Italie, ce ne serait pas aux dépens de la République. J'ignore qui a pu vous rapporter les propos qui vous blessent. Personne n'incrimine votre conduite en Italie. Mais je dois vous faire observer que, commandant au nom de la République et pour la République, vous ne pouviez conquérir qu'en son nom et pour elle. Si vous aviez réellement fait fortune en Italie, ce ne pourrait être qu'aux dépens de la République. Ma prétendue fortune est une fable que ne peuvent croire ceux-là même qui l'ont inventée. Le directoire est bien persuadé, Général, que les lauriers dont vous vous êtes couverts sont les plus précieux trésors que vous avez rapportés d'Italie. Et c'est pour vous offrir de nouvelles occasions de gloire qu'il a désiré vous entretenir. Un général tel que vous ne peut rester inactif quand de toutes parts les armées de la République combattent et triomphent. Votre présence plus longtemps à Paris serait tout à la fois un sujet d'inquiétude et de mécontentement pour les amis de la République. Le directoire vous laisse le choix de l'armée dont il a arrêté de vous donner le commandement. Qu'avez-vous répondu? Que ma santé exige du repos. Il veut vous écarter? Que des Sieyès? Il n'a pas ouvert la bouche. Il faut le revoir et dissiper les nuages. Je m'y résoudrai le plus tard possible. Il ne voit en moi que les militaires, et comme il méprise les militaires, il m'écartera sitôt son coup d'État réussi. Je vais regarder du côté des Jacobins pour voir s'il n'y a rien à faire. Invite donc Bernadotte. Il vous déteste. Je n'ai besoin que de son concours. Bonaparte, tu me fais peur. Tu parles trop et tu pousses trop tes propos qui risquent d'être éventés. Je n'ai pas confiance en Bernadotte, il veut le pouvoir. Tout le monde veut le pouvoir, est-ce agaçant? Bernadotte te trahira. Tandis que... Toi, tu vas encore me parler de Sieyès. Non, de Barras. Je l'ai rencontré. Il veut te voir en privé. Je n'ai rien à faire avec ce pourri.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Il nous faut donc un gouvernement provisoire qui prenne l'autorité le jour même de la translation au palais de Saint-Cloud, où ce gouvernement ira siéger. Pourquoi Saint-Cloud? Je préfère un beau parc fermé par mes dragons qu'un faubourg ouvert au désordre. Il nous faudra également une constitution préparée par une commission législative que nous présenterons à la votation du peuple. Après cette votation, que les royalistes ou les jacobins viennent et nous les mettrons à la raison. Occupez-vous de cette translation à Saint-Cloud et de l'établissement simultané d'un gouvernement provisoire. J'approuve que ce gouvernement soit réduit à 3 personnes. Et puisqu'on le juge nécessaire, je consens à être l'un des 3 consuls provisoires avec vous et votre collègue Roger Ducos. Quant au gouvernement définitif, c'est autre chose. Nous verrons ce que vous déciderez avec la commission législative. J'appuierai vos décisions, mais je me réserve de faire partie du pouvoir exécutif ou de préférer le commandement d'une armée. Ça dépend de ce que vous réglerez. Nous pourrons nous voir quand vous voudrez. Le général semble ici sur son terrain, comme sur le champ de bataille. Il faut bien suivre son avis. S'il se retirait, tout serait perdu. Il a le peuple avec lui. Après-demain, tout sera prêt. À la même heure, ici. Et que pensez-vous de Barras en ce moment? Barras n'est plus ce qu'il était. Il se prend pour Alceste. Il dit à qui veut l'entendre que la société des hommes le fatigue et qu'il veut se retirer dans un désert. Si le directeur pouvait penser autant. Pourquoi Sieyès demande-t-il d'ajourner l'affaire? Les 500 veulent remplacer l'emprunt forcé. Assouplir les impôts des possédants de telle sorte qu'ils soient moins vexatoires. On rassure les possédants, on les flatte pour les rallier mieux. Je reconnais là la signature de Barras, il est malin. Mais il s'y prend trop tard. Nous gardons le 18. Le 18, comme prévu. Ah, voilà Monsieur Fouché qui nous revient. Quoi de neuf, citoyen ministre? Rien en vérité. Mais encore. Toujours les mêmes bavardages dans Paris. Comment? Toujours la conspiration. La conspiration, quelle horreur. Depuis le temps qu'on en parle. Mais comment pouvez-vous rire de ces choses-là? Le ministre parle en homme qui sait son affaire. Tranquillisez-vous. Dire ces choses-là devant les dames, c'est prouver qu'il n'y a pas lieu de les faire. Faites comme le gouvernement, ne vous inquiétez pas de ces bruits-là. Dormez tranquille, madame. Quand est votre affaire? Le 18. Tout le monde en parle. N'avez-vous pas peur qu'elle soit connue avant l'heure? Je leur laisse le temps de se convaincre que je peux faire sans eux ce que je veux bien faire avec eux. Sieyès me tient pour un sabre dont il usera à volonté. Erreur. Barras veut se rallier en vitesse les fortunes, trop tard. Et grâce à vous, ma belle, Ouvrard a été parfait. Il m'a donné ce qu'il gardait pour Barras. J'ai tout à fait reconnu là la griffe de l'Italien. Je me méfie de Fouché. Savez-vous qu'il était mouchard de la police avant que Barras ne vienne le chercher? Je m'en méfie. Il plane comme un faucon. Il se posera sur le poignet du plus fort. Avant de se coucher, je vais te demander un petit service. Prends du papier et une plume. Qui est? Venez, mon cher Goyer. Et votre femme, déjeuner avec moi à 8 heures du matin. N'y manquez pas. J'ai à causer avec vous sur des choses très intéressantes. Adieu, mon cher Goyer. Comptez toujours sur ma sincère amitié. Signé La Pagerie Bonaparte. Voilà. Mais que vais-je faire du président à 8 heures du matin? S'il est avec vous, au moins il ne sera pas ailleurs. Bonjour, messieurs. Nous avons encore 1 heure devant nous. Nous allons rédiger pour Barras un projet de démission honorable dont les termes faciliteront une négociation avec lui.
Asseyez-vous, messieurs. Vous avez apporté la somme. Voici la lettre de change. Qui paye? Madame Tallien. Indirectement. Vengeance de femme. C'est payer bien cher une démission. Quoi, le président ne vient pas? Non, général, son emploi du temps d'aujourd'hui ne lui permet pas. Il faut absolument qu'il vienne. Écrivez-lui, madame. Je lui ferai porter votre lettre. Tu as bien fait de ne pas venir, mon ami. Tout ce qui se passe ici m'annonce que l'invitation était un piège. Je suis chargé de vous faire savoir, Président, que les anciens ont voté un décret transférant leur conseil à Saint-Cloud. Le général Bonaparte est chargé de l'exécution de cette translation et de la sûreté de la représentation nationale. Je suis étonné qu'un ministre de la police se transforme ainsi en messager du Conseil des Anciens. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous donner connaissance d'une résolution si importante et en même temps, j'ai cru convenable de venir prendre les ordres du directoire. Il était bien plus de votre devoir de nous avertir des intrigues criminelles qui ont amené une semblable résolution. Oh, le directoire n'a jamais voulu croire aux avertissements. Et d'ailleurs, n'est-ce pas de son sein même qu'est parti le coup? Les directeurs Seyès et Ducos sont déjà réunis à la commission des inspecteurs des anciens. Connaissez-vous la nouvelle? Brûlez de me l'apprendre. Le Conseil des Anciens vient de voter un décret. Le Conseil des Anciens va s'installer à Saint-Cloud. Et Bonaparte assure la sécurité. Pourquoi Saint-Cloud? Pour être à l'abri des faubourgs. Des événements de la plus haute gravité se jouent à notre barbe. Bonaparte prépare une conspiration qui, je vous l'assure, va jeter le directoire à bas. Je vais envoyer mon secrétaire au renseignement. Nous nous retrouverons dans la salle de délibération. Il faut que je parle à Bonaparte. Tout ce que vous voyez, madame, doit vous faire pressentir ce qui doit infailliblement arriver. Je suis désolée que le président Goyer ne soit pas rendu à mon invitation. Bonaparte désirait que le président du directoire devienne un des membres du gouvernement qu'il se propose d'établir. Je vais rejoindre mon mari. À présent, c'est de trop ici. Employez toute votre influence pour l'engager à venir. Il n'est peut-être pas trop tard. Bernadotte, vous n'êtes pas en uniforme? Je ne suis pas de service. Vous le serez dans un instant. Voici donc enfin ce décret. Parfait. Nous allons promptement régler cette affaire. Je serai près de vous, tout le temps. Messieurs, tout est en ordre. Suivez-moi. Goyer n'est pas venu? Non, mon général. Tant pis pour lui. Vous arrivez fort à propos, messieurs, je viens d'achever ma toilette. La toilette du condamné, en quelque sorte. Nous voici en effet chargés d'une mission bien pénible. Si j'avais le bonheur de devenir votre collègue, moi, je me glorifierais de vous obéir en tout.
comme un enfant à son père. Monsieur de Talleyrand était autrefois admirable d'amitié. C'était autrefois. Et mon amitié pour vous reste ce qu'elle était. Nous sommes du même monde. Mais que voulez-vous, c'est la rue qui fait la loi et cette loi exige Bonaparte. Regardez plutôt. Moi, je pense que c'est moi qui ai fait ce petit caporal. On a beau ne plus rien attendre du monde, on est encore surpris de sa turpitude. Bonaparte. Vous, Talleyrand? Ce mouchard de Fouché que j'ai fait ministre. Tout cela m'écoeure. Donnez-moi vite cette lettre que je la signe. Quelle fleur de style. Quel galimatia pour congédier quelqu'un. Vous êtes le premier patriote de France. Voyez où cela m'a conduit. Mon rôle est fini. Je rejoindrai tout à l'heure mon château de Grosbois. Me ferez-vous l'honneur d'une escorte? Vous l'aurez. Adieu, messieurs. Vous ne lui avez pas donné l'argent? À quoi bon? Il avait signé. Citoyens représentants, la République périssait. Vous l'avez su, et votre décret vient de la sauver. Malheur à ceux qui voudraient le trouble et le désordre. Votre sagesse a rendu ce décret, nos bras sauront l'exécuter. Nous voulons une République fondée sur la vraie liberté, sur la liberté civile, sur la représentation nationale. Nous l'aurons, je le jure en mon nom et en celui de mes compagnons d'armes. Nous le jurons. Je suis gardien de la Constitution. Et la chose ne se passera pas aussi facilement que monsieur votre frère l'espère. D'abord une question. Sur quel article de la loi se fonde l'attribution à Bonaparte du commandement supérieur des troupes de la région parisienne? Il n'y a plus de directoire. Comment il n'y a plus de directoire? Barras a déjà démissionné. Vous êtes venu contempler ma défaite? Vous saurez désormais ce que vaut la vengeance d'une femme. Vous m'avez vendu, je vous ai trahi, nous sommes quittes. Nous pouvons nous dire adieu. Adieu donc. Adieu, madame. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, madame. Le plan se déroule selon nos prévisions. Le général a parlé aux anciens avec un patriotisme qui a raffermi les esprits les plus faibles. Oui, mais ceux-là sont vieux, mais les 500, que vont-ils faire? Oh, mon Dieu, comme certaines heures sont longues. Oh, vous voilà. Oh, dans quel tourment vous m'avez mis? Ça n'a pas été trop mal pour aujourd'hui, nous verrons demain. Demain, nous coucherons au Luxembourg et nous finirons ici. Les baïonnettes ne nous effraient pas! Non! Devant ce procédé inqualifiable, je demande que tous les membres du Conseil, appelés individuellement, renouvellent à l'instant le serment de maintenir la Constitution de l'an 3!
Vous entendez, Général, le terrain parlementaire n'est guère plus facile que le terrain militaire. Je vous avais conseillé de faire arrêter 40 députés jacobins. Vous ne l'avez pas voulu, voilà le résultat. Quelle nouvelle? Les faubourgs commencent à bouger. Ici, l'opposition parlementaire est forte, comme vous pouvez l'entendre. Ta conclusion? Je voudrais simplement dire que si un jacobin comme Bernadotte était associé à votre entreprise... Un jacobin qui trafique avec les rois. Vous vous aventurez, général. Je sais très bien à qui je fais allusion. Tous ces gens foutres ont un roi dans la poche. Ces temps-là sont finis, vous m'entendez? Je ne compose, moi, avec personne. Je vais de ce pas au 500. N'entrez pas seul en pleine séance. Le vin est tiré, il faut le boire. Vous violez le sanctuaire des lois. Retirez-vous. Où allez-vous? Celui qui a triomphé de tant d'ennemis redoute des bavards. Allons, général, du courage. Et la victoire est à vous. Le général était pâle, irrésolu. Lui, si fougueux d'habitude, les paroles de Murat ne semblaient pas l'atteindre. Il était comme absent. Devant la fureur des parlementaires, sa belle assurance semblait l'avoir quitté. Lucien courut jusqu'à la tribune. Avant de prendre une mesure, je vous demande de rappeler le général. Ah non, jamais. Nous ne le reconnaissons pas. Je demande la mise hors la loi du général Bonaparte. Voilà. Quoi? Vous voulez que je propose hors la loi contre mon propre frère? Il n'y a plus de liberté ici. N'ayant plus moyen de me faire entendre, vous verrez du moins votre président en signe de deuil public déposer devant vous les marques de la magistrature populaire. Le général. Il attendait dehors, entouré de ses généraux et des soldats. Lucien arrive fou de rage et sous le regard sidéré de Bonaparte lance un appel à la troupe. Ce n'était pas aux soldats que ses paroles s'adressaient, mais à son frère. L'heure n'est pas à l'hésitation, pas plus qu'à la défaillance. Ressaisissez-vous, mes amis. La victoire est à votre portée. Quelques audacieux tiennent en ce moment le poignard levé sur le sein de la très grande majorité de l'Assemblée. Général, et vous, soldats, vous ne devez reconnaître pour vos députés que ceux qui viennent avec leur président au milieu de vous. Quant aux autres, qu'on les expulse. Vive la République! Soldats, je vous ai mené à la victoire. Puis-je compter sur vous? Oui! Vive le général! Soldats, on avait lieu de croire que le Conseil des 500 sauverait la patrie. Au contraire, il se livre à des déchirements. Des agitateurs cherchent à le soulever contre moi. Soldats,
Puis-je compter sur vous? Oui! Depuis assez longtemps, la patrie est tourmentée, pillée, saccagée. Depuis assez longtemps, ses défenseurs sont avilis, immolés. Soldats! Soldats, j'ai besoin de vous! Sieyès n'est jamais intervenu? Il attendait à la grille du parc, prêt à partir, prêt à rester. Et Talleyrand? Il attendait à l'autre bout du parc, prêt à partir, prêt à rester. Très bien. Mon ami, il faut aller dîner. Tout est fini, bien fini. Dieu que ça a été difficile. Sans mes grenadiers, j'étais fichu. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Me voilà consul, ma bonne amie. Vous êtes en vie, c'est ce qui importe. Allons dormir, ma belle. Demain, nous coucherons au Luxembourg. Comment vous sentez-vous, mamie, dans votre nouvel appartement? Bien, puisque je suis avec vous, mais je regretterais ma rue Chantraine. Elle a été plus intime. Tout le monde ici nous a précédés. J'ai l'impression que derrière chaque fauteuil, un ministre est caché. Moi qui me suis donné tant de peine à parvenir, voilà que je vous complimente d'un succès que vous n'avez point cherché. Les voies du Seigneur sont décidément impénétrables. C'est vrai, je n'y suis pour rien. L'amour de mon mari me suffisait, voilà que j'arrive aux honneurs quand j'aspirais à la simplicité. Moi, Dieu ne plaise. Si j'étais à votre place, je ne prendrais pas ce maintien modeste. Moi, je donnerais bien mes châteaux pour un peu de votre gloire. Monsieur Ouvrard ne vous rend donc pas heureuse? Il me fait des enfants et il court à ses affaires. Et moi, je suffoque d'ennui au milieu des nourrices. Oh, je regrette parfois ces heures de gloire que nous avons connues après Thermidor. Lorsque cet éclat s'éternit, il faut continuer à vivre et c'est bien difficile. Dites-moi si je peux vous aider. Oh oui, chère Rose, aidez-moi. Arrachez-moi ce silence. Je sais que Bonaparte ne m'aime pas. Faites en sorte qu'il ait des sentiments plus amènes à mon égard. J'ai beaucoup travaillé pour lui. J'aimerais qu'il s'en souvienne. Je vais m'y employer avec ardeur. Pardonnez-moi, je reviens dans un instant. Je t'avais demandé de ne plus recevoir cette femme ici. Elle est venue me complimenter. Je ne veux pas voir ici la catin d'Ouvrard. Elle a toujours eu sur toi une influence détestable. Tu peux lui dire qu'elle ne compte pas sur moi à l'avenir pour étancher son ambition ou tolérer ses petits complots royalistes. Ce monde est fini, Joséphine, tu peux le lui dire. Nous sommes là grâce à elle.
Si des hommes comme Ouvrard ou Collot, on a... Les banquiers sont faits pour payer. La politique, c'est mon affaire. Est-il cela assez de payer? Je ne le leur conseille pas. Thérésia, je suis désolée. Oublions cela, chère Rose. Vous resterez mon amie, n'est-ce pas? Oui. De loin. Ça n'est rien. Composez-vous une meilleure figure. Nous allons rentrer. On a voulu te tuer Bonaparte. Ces Jacobins me le paieront, j'étais pris de le croire. C'est l'œuvre des Jacobins. Ce sont les Jacobins qui ont voulu m'assassiner. Ce sont des scélérats couverts de boue, en révolte ouverte, en conspiration permanente contre tous les gouvernements qui se sont succédés. Il faut qu'on les écrase. Il faut purger la France de cette lie dégoûtante. J'ai de bonnes raisons de croire que les Jacobins ne sont pour rien dans cette affaire. Vous défendez vos amis d'autrefois, Fouché. C'est l'œuvre des royalistes. Et je vous en apporterai la preuve sous 8 jours. Royalistes ou Jacobins, c'est du pareil au même. On ne peut pas éternellement combattre les uns au risque de se faire poignarder dans le dos par les autres. On ne peut pas m'enliser comme le Directoire dans des luttes stériles. Que comptez-vous faire pour cela? J'ai mon idée là-dessus. Mais l'heure n'est pas encore venue. Ainsi, vous partez pour les autres plombières. Oui. Mes bagages sont presque prêts, je pars après-demain. Il serait bien temps, en effet, que vous nous donniez un bel enfant. Je fais tout ce que je peux, comme vous pouvez en juger. On dit ces eaux miraculeuses. Ne craignez-vous pas qu'il soit trop tard? Vous allez atteindre la quarantaine, je crois. On a déjà vu des mères de 40 ans. Pas à ma connaissance. Vous êtes marié depuis 8 ans. En effet. En 8 ans, toute femme normalement constituée donne au moins un héritier à son mari. Mon mari n'a peut-être pas la qualité d'être père. Eh bien, ayez un enfant d'un autre puisqu'il ne peut vous en faire un. Si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas, il faut que Bonaparte ait un fils d'une autre femme et que vous l'adoptiez. En assurant l'hérédité, vous travaillez dans votre intérêt. Vous devez savoir pourquoi. Que se passe-t-il? Je viens de croiser Monsieur Lucien, très agité et tout pâle. Il sortait d'ici. Vous vous êtes donc querellée. Oh, Madame de Rémusat, ces monstres ne seront contents que lorsqu'ils m'auront conduite au tombeau. Il vous a insulté? Oh, j'ose à peine vous rapporter ces paroles tant j'ai de honte à les répéter. Il dit que je suis vieille et stérile et qu'il faut qu'une autre femme donne un héritier au Bonaparte pour assurer je ne sais quelle dynastie. Mais rien ne m'étonne de cette conduite-là. Ces gens sont sans éducation. Les soudards. Les nôtres, au moins, ils mettaient des formes. Oh, je sens bien qu'ils veulent me conduire au divorce.
Vous vous souvenez des lendemains de Marengo lorsqu'on a cru Bonaparte tué? Ils sont tous jetés sur moi, des chiens féroces. Une situation adverse peut être retournée et se trouver d'un moment à l'autre favorable à vos vues. Expliquez-vous. Vous avez une fille charmante, Hortense. Elle est en âge de se marier. Poursuivez. Mariez-la à un Bonaparte. Ses enfants seront les héritiers tout indiqués pour une descendance. Une jeune fille tout à fait accomplie. Oh non, je suis tente à apprendre. Est-ce que tu as déjà songé au mariage? Comme toutes les jeunes filles, le soir avant de m'endormir. Y a-t-il un mal à cela? Est-ce que ton cœur a déjà battu pour quelqu'un? Je suis bien gênée pour vous répondre. Ah, voilà déjà un demi-aveu. En effet, ma mère, je ne suis pas insensible aux qualités de quelqu'un. Peut-on savoir pour qui? Le général Duroc. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais vous parler d'une petite affaire qui me concerne. Je vous écoute, mais faites vite. Ce que j'ai à vous dire demande du temps et de l'attention. Si vous me pressez, je ne dirai rien. Très bien, j'ai tout mon temps, je n'ai même que cela à faire. Je suis amoureuse. Jusque-là, rien que de très normal. Vous ne me demandez pas de qui? Vous êtes là pour me l'apprendre, j'imagine. Le général Duroc. Excellente idée. C'est vrai, vous êtes d'accord? Ah, je suis bien soulagée de savoir que vous n'êtes pas hostile à mes vœux. Bourrienne, où est Duroc? Il est sorti. Il est allé à l'opéra. Faut-il qu'il s'ennuie? Dites-lui dès son retour que je lui ai promis Hortense. Il l'épousera. Je lui donne 500 000 francs et je le nomme commandant de la 8e division militaire. Il partira le lendemain de son mariage pour Toulon avec sa femme. Et nous vivrons séparés. Je ne veux pas de gendre chez moi. Comme je veux en finir, dites-moi ce soir même si cela lui convient. Oh, pardon. Je suis porteur de message de son Excellence. Le consul m'a chargé de vous aviser de l'affaire suivante. Il vous a promis mademoiselle Hortense de Beauharnais. Il vous donne 500 000 francs et vous nomme commandant de la 8e division militaire. Le mariage aura lieu dès le retour de madame de Beauharnais, mère de votre fiancé. Que faut-il répondre? Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton. Dites au consul qu'il peut garder sa fille. Moi, je préfère aller chez les putes. Ma petite Duroc ne veut pas de vous. Ah non, ne pleurez pas, j'ai horreur de ça. J'ai fait de mon mieux. Notre mère m'écrit de Plombières qu'elle désire vous voir épouser mon frère Louis. Elle le désire vivement. Louis? Mais il est affreux. Per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Je vois bien ce qui vous amène, monsieur Fouché. Je frappe un grand coup qui est nécessaire.
Je vais vous confier un grand secret. Ce matin, Bonaparte m'a appris qu'il avait envoyé sur nos frontières M. de Caulaincourt pour se saisir du duc d'Enghien. On va le ramener ici. Ah mon Dieu, mais qu'en veut-on faire? Il paraît qu'il le fera juger. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir de lui que ce prince ne périrait point, mais je crois que son parti est pris. Mais pensez-vous qu'il le fera mourir? Ah, je le crains, oui. Et alors l'irréparable sera accompli. Le dernier des Condés abattu. Un roi n'a donc pas suffi? Qu'est-il besoin de preuves, n'est-ce pas un Bourbon et de tous le plus dangereux? Je vous en conjure, Excellence, revenez sur une décision qui peut vous être fatale. Vous et les vôtres, n'avez-vous pas dit 100 fois que je finirais par être le monarque de la France et par rétablir les Bourbons? Quelle plus forte garantie puis-je donner à la Révolution? Il faut d'ailleurs en finir, je suis environné de complots. Il faut imprimer la terreur ou périr. Cadoudal, Pichegru, Moreau sont arrêtés. Il n'y a aucune nécessité de faire périr le duc d'Enghien. Il clame sur tous les toits qu'il combattra les Français en s'alliant aux Anglais. Cela ne vous suffit donc pas? Vous ne jouez pas? Croyez-vous que ce soit l'heure? Vous jouez tellement mal que je n'ai aucun plaisir à gagner. Bonaparte, sauve-le. Le duc d'Enghien n'a pas conspiré contre toi. Les femmes doivent demeurer étrangères à ces sortes d'affaires. Ma politique demande ce coup d'État. Les royalistes m'ont déjà compromis aux yeux des révolutionnaires. Tu te souviens, j'espère, de ceux d'Entraigues et de sa cantatrice. L'exécution du duc d'Enghien me dégage aux yeux de tout le monde. Jouez. J'ai insisté. Bonaparte m'a répondu que le duc d'Enghien servait la vengeance des Anglais. Vous connaissez sa haine des Anglais. Je n'ai pas jugé bon de poursuivre davantage. Et maintenant, que va-t-on faire de ce pauvre garçon? Il arrivera ce soir même, sera conduit à Vincennes et jugé dans la nuit. Je ne comprends pas. Il n'y avait aucune urgence à faire exécuter le duc d'Enghien. Bonaparte m'a fourni des prétextes qui ne m'ont pas convaincu. Il sacrifie ce prince à une plus haute ambition dont je ne vois pas encore le dessein. Pourquoi vous n'avez pas mis de rouge? J'ai oublié d'en mettre. Cela ne t'arriverait pas à toi, Joséphine. Bonaparte, je t'en supplie. Ne fais pas mourir le duc d'Enghien. Je te l'ai déjà expliqué, sa mort sert ma politique. Comme vous dites cela. S'il pouvait me tuer, crois-tu qu'il m'épargnerait, lui? Mais puisqu'il est entre tes mains, tu peux l'épargner. Et si tu le fais, on t'en admirera davantage. Voilà l'ancien régime qui réapparaît. Pas besoin de gratter loin. Si c'était un pauvre bougre, crois-tu que tu serais à genoux? Allez, relève-toi. Ma décision est prise. Tes larmes ne me feront pas fléchir. Si vous m'aimiez un peu, vous sauveriez cet homme. Si tu m'aimais un peu, tu comprendrais mieux mes raisons. Crois-tu que je tue par plaisir? Le duc d'Enghien meurt parce que j'ai besoin qu'il meure. C'est un rapport de force. Comprends-tu cela? Non. Ma pauvre Joséphine, tu n'as vraiment pas la tête politique. Tu n'as que du cœur. Ce n'est pas avec ce muscle-là qu'on dirige un pays. Non, hélas, je le vois bien. Si le duc mourra... J'ai donné des instructions. Alors tout est fini? Est-ce que votre vie ne sera plus désormais qu'une suite de tragédies? La politique est tragique. Elle l'a toujours été, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Enfin, c'est toi qui l'as conduit. Je la contrôle. Je l'oriente à travers des courants mystérieux. Je n'en suis pas le maître autant qu'on se plaît à le dire. Elle t'écrasera. Tout comme le duc d'Enghien. Un jour. Nous ne serons jamais heureux, Bonaparte. Je crains que non. C'est fait. Oui, madame. Il est mort ce matin et je suis obligé d'en convenir avec beaucoup de courage.
duc d'Enghien est mort. Ah, mon ami, qu'as-tu fait? Ces malheureux sont allés trop vite. Savary. Comment se fait-il que le duc d'Enghien ait été exécuté si vite? N'aviez-vous pas dit de faire vite, justement? Réal devait l'interroger. Je lui avais adressé un ordre dans ce sens et rien de plus. Réal dormait lorsque votre message lui est parvenu. On n'a pas osé le réveiller. Lorsqu'il est arrivé à Vincennes au petit matin, l'affaire était terminée. Tu vois bien que je ne suis pas si coupable. C'est vrai. Vous avez donné un gage de taille à la Révolution. Mais le danger serait de s'en tenir là. Vous risqueriez un choc en retour. J'y songe, en effet, et cela me préoccupe. Il faut donc, si je puis me permettre ce conseil, vous rendre maître de la crise. Il faut que cessent ces dissidences, la gauche, la droite. Ce pays devient ingouvernable. Mais je ne suis pas Barras. Si je fuis, qu'à Dieu ne plaise, je fuirai par le haut. Ils ne se consolent pas d'avoir tranché la tête de leur roi. Eh bien, moi, je leur en fabriquerai un à ma façon. J'y venais, en effet. Mettez fin à toutes nos incertitudes en fondant une dynastie. J'y ai songé, figurez-vous. Faites-vous proclamer empereur. Bonaparte ne te fait point roi. N'écoute pas ses conseils. Tais-toi, je te prie, et laisse-nous. Mais calmez-vous. Je suis sûre que vous vous exagérez les périls. Non, les vrais ennemis de Bonaparte sont ceux qui lui donnent des idées de dynastie et d'hérédité. On vient. Quelle idée êtes-vous allé mettre dans la tête de mon mari? Vous avez assassiné le roi, cela ne vous suffisait pas. Vous voulez d'un empereur maintenant pour mieux l'abattre, sans doute. Il n'y a donc que le sang qui vous désaltère. Avouons que si Madame Bonaparte venait à mourir, ce serait une bien bonne chose pour la France. Est-ce bien sérieux, ce projet d'empire héréditaire? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je le voudrais bien. Après tout, de quoi te plaindrais-tu? Hortense vient d'avoir un fils. Cet enfant sera mon successeur. Ainsi, un jour, ton petit-fils deviendra empereur. N'est-ce pas là un gage d'affection que je te donne? Que vont dire tes frères et tes sœurs? Tu connais leurs sentiments à mon égard. Je les verrai l'un après l'autre. Non, je ne renoncerai pas à mon droit d'aînesse. Je veux tout ou rien. Et s'il le faut, j'appellerai tout ce qui reste en France de patriotes pour me soustraire à tant de tyrannie. Arrête là ces rodomontades. Qu'est Joseph Bonaparte sans Napoléon Bonaparte? Rien. Pourquoi faut-il donc que je cède à mon fils ma part de succession? Par où ai-je mérité d'être déshérité? Quelle sera mon attitude lorsque cet enfant, devenu le vôtre, se trouvera dans une dignité très supérieure à la mienne, indépendant de moi, marchant immédiatement avant moi, ne me regardant qu'avec inquiétude, ou peut-être avec mépris? Non, je ne consentirai jamais. Et plutôt que de renoncer à la royauté, à l'Empire, plutôt que de consentir à courber la tête devant mon fils, je quitterai la France, j'emmènerai le petit Napoléon Charles, et nous verrons si tout publiquement vous osez ravir un enfant à son père. C'est vous qui avez mis dans la tête de mon frère cette sinistre idée d'adoption. Allez-vous encore longtemps salir cette famille? Mais monsieur, vous vous oubliez? Point du tout. Non contente d'avoir trompé, abusé de la confiance de notre frère, de vous être enrichi par des trafics honteux, voilà que vous apportez encore la discorde dans notre famille. Me prenez-vous pour un jobard? Je sais pertinemment que cet enfant n'est pas mon fils, mais celui de Napoléon. Vous avez jeté Hortense dans mes bras quand vous l'avez su enceinte des œuvres de mon frère.
Oh, madame! Madame, Dieu, vite! Madame, vite! Madame! Si vous suivez ses intérêts aux dépens des miens, je vous déclare que je saurai vous en faire repentir. Je vous séparerai de votre fils. Je vous claquemurerai dans quelque retraite éloignée dont aucune puissance ne pourra vous tirer. Et vous paierez du malheur de votre vie entière, votre condescendance à votre famille. Vous êtes la fille d'une mère sans morale, et je déteste votre famille. Non. Je ne sacrifierai pas Madame Jouberton, que j'aime. Et jamais je n'épouserai votre reine d'Étrurie. Ma femme, mon fils, mes filles et moi ne sommes qu'un. M'entendez-vous? Et je saurai bien les soustraire à votre détestable tyrannie. Il est dur de trouver dans sa famille une pareille résistance de si grands intérêts. Il faudra donc que je m'isole de tout le monde, que je ne compte que sur moi seul. Eh bien, je me suffirai à moi-même. Il faut que je m'élève au-dessus des oppositions. On ne peut rien faire dans ce pays sans imiter les rois. Voilà ma pensée. Que deviendrais-je, moi? Impératrice, ma chère. Tu ne serais pas heureuse d'être couronnée impératrice? Madame, nous venons de présenter à votre auguste époux le décret qui lui donne le titre d'empereur et qui, établissant dans sa famille le gouvernement héréditaire, associe les races futures au bonheur de la génération présente. Il reste au Sénat un devoir très doux à remplir, celui de présenter à votre Majesté impériale l'hommage de son respect et l'expression de la gratitude des Français. Quelle infamie! Quelle honte! Nous faire ça à nous. Nous n'avions pas mérité un courtisane. traitement pareil. Écarter sa famille pour une étrangère. Oui, pour une étrangère. Eh bien, Caroline, quelle est cette nouvelle comédie? C'est trop injuste à la fin. On nous condamne à l'obscurité, au mépris, tandis qu'on couvre des étrangers de dignité, de cadeaux. Caroline a raison, vous nous traitez comme des parias. À vous entendre, on croirait que je vous ai volé l'héritage de notre père. Que seriez-vous sans moi, je vous le demande? Des marchandes de fleurs sur le quai de la Joliette. C'est votre faute, après tout. Vous couronnez une étrangère qui n'en méritait pas tant. Et nous qui vous avons aimé, nous qui vous avons été fidèles, toujours, qu'avons-nous eu en partage? Rien. Tant d'injustice me révolte. Trop cruel, la fin. Je viens près de vous, Eugène. Vous, vous êtes un bon garçon. Et vous ne me demandez rien. Attention, l'orchestre, en place vite. La répétition va commencer. Où sont les deux milieux? Venez. Venez, vous allez les mettre là, sous la source. Les manteaux? Très bien. Ah. Voilà. Je vais vous demander, madame, de porter la traîne. Un tel office est bien pénible pour une femme vertueuse. On vous a dit de prendre la traîne, je crois. Je la prendrai seulement si un chambellan porte la mienne. Madame, puis-je vous demander de porter l'autre traîne? Je ne souffrirai pas qu'on me prenne pour une servante. On vous a dit de porter cette traîne, portez-la. C'est intolérable. Ce qui est intolérable, c'est votre bêtise. Si vous continuez, je vous renvoie tous. Je trouverai bien à nous faire couronner sans famille. Je vais vous demander, Altesse, de vous placer ici. Il n'en est pas question. J'y viendrai seulement si je garde ma femme à mes côtés. C'est impossible, Altesse.
Le manteau est si lourd qu'elle doit aider Madame Murat à le porter. Eh bien, dans ce cas, je marcherai à côté d'elle. Altesse. À vous, laissez-moi, ou je crie. Tant de mépris, c'est insupportable pour moi. Altesse, je vous en prie, prenez vos places. Altesse, j'ai besoin de vous pour porter la traîne de l'empereur. Alors, vous venez? Mais pourquoi cette comédie? Pourquoi couronner cette femme? Puisqu'il faudra un jour ou l'autre en venir à la répudier. Je vous ordonne de venir. Mesdames et messieurs, je vous en prie, prenez vos places. Voilà. Il suffisait d'un peu de bonne volonté. Attention, messieurs. Musique. Avancez. Reprenons. Musique.